Le 21 septembre 2025, coup de théâtre. Sans mandat populaire, le Canada, aux côtés de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Australie, de la Belgique, reconnaît officiellement l'État de Palestine. Quelques jours plus tard, Mark Carney à l'ONU s'engage à la pleine participation du Canada dans la construction d'un avenir pacifique au Moyen-Orient. En clair, des milliards d'engagements publics à l'étranger, alors que des Canadiens ici peinent à payer leur loyer et leurs épiceries. Je souhaiterais juste avant diffuser une vidéo et par la suite, on va revenir avec cette discussion-là autour de l'État de Palestine avec Richard Descaries. On regarde la vidéo à l'instant. Canada recognizes the state of Palestine. And we offer our full partnership in building the promise of a peaceful future for both the state of Palestine and the state of Israel. Et le message de l'Aïd devrait résonner avec tous les Canadiens. Les leçons et les valeurs de l'Aïd sont les mêmes. Notre Canada est un pays diversifié. Fière maison de différentes langues, différentes croyances, différentes cultures. Ce sont des différences qui nous rendent uniques et nous rendent forts. Nous pouvons prier différemment, nous pouvons nous rassembler dans différents lieux de culte, mais nous nous réunissons tous autour des valeurs de l'aide, les valeurs de communauté, de générosité et oui, de sacrifice. Ce sont des valeurs musulmanes. Ce sont des valeurs canadiennes. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Mes Richard, condoléances à la famille en passant. Merci beaucoup. C'est super gentil. Il y a une autre grosse tête d'affiche qui est décédée aujourd'hui aux États-Unis. Et j'ai été surpris, de 1969 à 2025, le célèbre prédicateur reconnu pour ses positions vraiment bibliques, Voddie Baucham. Voddie Baucham est décédé aujourd'hui suite à une erreur médicale. Pour tous ceux et celles qui ne le savaient pas, je vous annonce son décès aujourd'hui. Je l'ai su à peine quelques minutes avant de rentrer en ondes. C'est un pilier de la foi chrétienne aux États-Unis. C'est un homme qui s'est levé pour la prédication de la parole comme rarement j'en ai vu. Et je tiens, même si je ne le connais pas personnellement, à souhaiter mes condoléances à toute la famille. On vient de diffuser une vidéo, un extrait de vidéo traduit d'un segment qui était vraiment extraordinaire vendredi dernier. Et puis on vient d'apprendre son décès aujourd'hui. Donc, espérons que c'était vraiment une erreur médicale. Espérons-le. Avec ce qui se passe de cette Espérons-le. Surtout pour ses positions aussi qui débattaient avec... Oui, effectivement. Richard, est-ce qu'un premier ministre canadien, on vient de voir, on a reconnu le 21 septembre dernier l'État de Palestine ici, alors que Mark Carney était à l'ONU. Est-ce qu'un premier ministre canadien a la légitimité, sans consultation démocratique, d'engager la nation entière dans une décision aussi lourde que la reconnaissance d'un État comme l'État palestinien? La réponse est oui. Oui. Il n'y a pas besoin de faire de consultation pour ce genre de reconnaissance-là. D'ailleurs, la reconnaissance d'un État souverain comme le Québec, il fallait que ce soit la France, les États-Unis. Après ça, il y a un effet d'entraînement. Ouais. Donc, il y a déjà des bases un peu de reconnaissance diplomatique qui existent déjà. Et le Canada est quand même un joueur important dans l'ensemble de l'Occident. Donc, c'est dans l'ordre des choses. Ce qui est assez étonnant, c'est de comprendre que c'est l'ONU qui chapeaute ça. Mm-hmm. Donc, des pays comme l'Angleterre, etc., qui contournent les États-Unis, qui, eux, ne veulent pas déroger aux politiques génocidaires d'Israël. C'est certain que c'est là-dessus que ça se joue. Et que Carney vienne reconnaître la Palestine, il rentre dans le wagon de train de l'ensemble des autres pays européens. Mm-hmm. Mais en étant le voisin des Américains, le commentaire cinglant de Trump, c'était bonne chance pour les négociations, pour la suite des choses. Ouais. Alors, tu sais, on comprend que ça n'a pas aidé la situation, mais rappelons que l'ONU, l'édifice de l'ONU à New York, a été, le terrain a été donné par Rockefeller. Alors, est-ce que les sionistes sont derrière ce genre de stratégie-là? On reconnaît la Palestine, il ne reste plus de Palestine. Ouais. On a tout détruit et là, on les reconnaît officiellement. C'est un peu bizarre comme situation ici. Quand Mark Carney annonce des centaines de millions pour Gaza puis la Cisjordanie, alors que des Canadiens souffrent d'inflation, de pénurie de logements,
n'est-ce pas là une gifle politique et morale à son propre peuple? Bien, en fait, c'est qu'on est toujours pris entre est-ce qu'on doit investir à l'extérieur du pays versus à l'intérieur, mais à mon avis, c'est une question de politique. Les politiques libérales sont destructrices des pays d'Occident. Ouais. On l'a vécu au Canada depuis l'époque Trudeau-Père. C'est une descente aux enfers qu'on vit. Le fils a contribué énormément. Et là, Carney, c'est un peu le bankster en chef qui vient de mettre en poste. Et il est minoritaire et il agit pas mal comme un gouvernement majoritaire parce qu'il essaie de se servir du débalancement que Trump a créé, parce qu'on est vraiment acculé à une récession. Donc, l'économie n'ira pas bien dans les prochaines années avec ce que Trump a créé. Et tout ce qu'a promis Carney en campagne électorale, bien, il fait le contraire ou à peu près. Alors, ça a plus ou moins d'impact, mais pour revenir à l'idée du financement extérieur, il y a toujours eu un équilibre par rapport à ça. Le Canada s'est surtout distingué dans les années 60, surtout au niveau d'assurer la paix à travers le monde. Ça a toujours donné bonne bouche, mais le Canada, sans les États-Unis, sans la force militaire des États-Unis, on n'aurait jamais pu jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, quand on paye à l'étranger des sommes importantes, ce qu'on a donné à l'Ukraine est pas mal plus important parce que les Ukrainiens sont une force électorale au Canada. Et autant chez les libéraux que les conservateurs, ils ont contribué aussi. Et c'est ces gens-là qui font les politiques après ça de financement à un pays comme l'Ukraine qui ne mérite peut-être sûrement pas les milliards qu'ils ont reçus avec la situation qu'on a connue. Et là, aujourd'hui, Gaza, je pense qu'il va falloir rebâtir ça, ce territoire-là. De reconnaître le pays, c'est déjà un peu une gifle à Israël actuellement. Alors, il va falloir attendre que Trump sorte de son siège de président des États-Unis pour voir quelles seront les conséquences de tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise décision dans le contexte, étant donné qu'Israël mérite de se faire arrêter. Pour les Européens, il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Il est obligé de contourner l'Europe lorsqu'il voyage. Donc, on comprend que la situation est assez tendue. Et peut-être aujourd'hui, rajouter de l'huile sur le feu, l'ambassadeur soviétique à Rome, en France, a dit que si un avion russe était abattu dans le ciel de l'OTAN par l'OTAN, c'était une déclaration de guerre immédiate. Wow. C'est assez majeur comme déclaration. C'est passé comme une lettre à la poste, mais c'est quand même un fait qui est assez majeur, puisque Trump commence à dire qu'il est moins ami avec Poutine et que la situation en Ukraine n'est toujours pas réglée. Ma question est peut-être naïve, Richard, mais quand on voit un Trump qui est vraisemblablement pro-Israël, sioniste, il n'y a pas là un genre d'affront quand Mark Carney déclare l'État de la Palestine un État pour faire un genre de... Il n'y a pas un affront qui... En fait, l'affront, c'est pour créer la dualité. Quand je disais tout à l'heure que Rockefeller a fait le don des terrains pour l'ONU, les Nations unies, ça n'a jamais contribué à unir les nations. Ça a toujours été une tribune supranationale pour parler au-dessus des souverainetés nationales. D'ailleurs, tu as toujours eu des grosses distinctions entre la Chine, l'Union soviétique à l'époque. Donc, il y a toujours eu des dissensions importantes. Et souvenons-nous, le discours cette semaine de Netanyahou, la salle s'est vidée. Alors, c'est un peu une zone un peu particulière de politique mondialiste avant le temps. Et les sionistes sont mondialistes parce qu'ils veulent créer l'État d'Israël qui va être la gouvernance mondiale de tout ce qui est non-juif talmudique. Pour eux autres, ça doit être gouverné par Israël. C'est ça qui est derrière Netanyahou, et c'est pour ça qu'il agit de façon aussi grave. Donc, est-ce que c'est une gifle à Trump? Oui. Est-ce que c'est voulu dans une stratégie plus de bataille entre deux positions qui elle-même est maintenue par les mêmes joueurs? Parce que la dualité... on l'a vu avec ISIS, qui est financé par Israël, etc. Israël qui laisse ses frontières ouvertes pour créer un précédent qui permet de faire la guerre à Gaza. On comprend que tu as besoin d'avoir le yin et le yang pour réussir à créer une chicane. Et quand la chicane est là, là, on doit arriver avec des solutions. Même chose que l'immigration actuellement, chose du coq à l'âne, mais c'est la même chose. On rentre l'immigration à plein bateau, à plein avion. Illégal. Et après ça, on dit, faudrait... l'identifiant bionumérique pour contrôler les immigrants parce qu'on a perdu le contrôle. Ça, c'est la Grande-Bretagne actuellement. Alors, ils vont imposer l'identifiant bionumérique basé sur une erreur politique de leur part. Alors, c'est comme ça que ça se crée. On crée le conflit pour arriver avec une solution qui n'aurait jamais passé avant.
D'ailleurs, juste pour ton information, je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle, mais on a arrêté de subventionner des hôtels à plein régime. Ouais. On vient d'arrêter ça cette semaine, là, qui hébergeait plusieurs immigrants à travers la province, puis probablement à travers le Canada. Mais on avait fait le test durant le temps du COVID, je ne sais pas si tu t'en souviens. On avait été à un hôtel, puis on nous avait montré le chemin. Vous n'avez pas le droit d'être ici, puis il y avait des drapeaux qui n'étaient pas nécessairement les drapeaux du Canada. Puis on nous a mis dehors parce que l'hôtel, elle était bookée, puis on avait eu une fuite que quelqu'un nous avait donnée. Puis, sais-tu combien d'argent ça représente? C'est au-dessus de 2 milliards qu'on a donné pour supporter l'immigration illégale chez nous, là. Alors, avant de parler de est-ce qu'on doit donner de l'argent à l'extérieur puis s'occuper de chez nous, bien, on voit que leurs politiques internes sont complètement abusives, font partie du même plan global et c'est problématique. Mais revenons à l'ONU encore une fois. Je ne sais pas si tu as vu, Macron a fait son discours et quand il est sorti, il ne pouvait pas rouler. Il était obligé de sortir du véhicule, puis marcher, puis il téléphonait à Trump en disant « Je me suis fait bloquer, je ne peux pas rouler à New York ». Donc, un président français qui était obligé de marcher sur le trottoir presque 1 heure parce que Trump l'a envoyé promener. Il a voulu reconnaître, parce que la France a reconnu aussi la Palestine. Alors, lui, c'est sa façon d'agir. Hein? Il a fait un French fry avec Macron. Macron qui le mérite amplement, qui est un sioniste aussi, mais c'est des clans qui se battent pour le contrôle ultime. Ouais. Mais le contrôle, les victimes du contrôle, c'est nous, d'un camp ou de l'autre. C'est pour ça que je dis souvent que Trump, il donne des fleurs, il nous arrive avec des cadeaux de droite intéressantes depuis 6 mois. Oui, mais il met des grenades dans nos poches en même temps qui vont exploser éventuellement, comme Palantir qui contrôle à peu près déjà toute la population américaine. Comme ces déclarations qui étaient un bon coup à l'ONU, que les changements climatiques, c'était Il le dit. Est-ce qu'il agira en conséquence? On l'a vu avec Robert Kennedy. Hein, il était pour s'attaquer à Big Pharma. C'est où, là? À quelle heure qu'on commence? Moi, je dis que Robert Kennedy, malheureusement pour lui, s'il est honnête, mais il est aussi sioniste. Alors, il n'a pas le choix d'embarquer dans la parade. Et on le tolère à l'intérieur du gouvernement tant qu'il marche droit. Charlie Kirk a voulu sortir des rangs, puis ça n'a pas été très intéressant. Ça va être intéressant d'analyser probablement son discours ensemble la semaine prochaine sur les changements climatiques. Je parle de celui de Donald Trump devant l'ONU. Peut-être qu'il parle du changement de climat politique. Probablement. Mais tu viens de parler de Charlie Kirk puis de l'imposture diplomatique à un drame spirituel, la mort de Charlie Kirk. Puis il y a eu un mémorial qui s'est fait justement, je pense que c'était en fin de semaine ou vers la fin de la semaine dernière, en fin de semaine. On a fait un bref montage. Parce que, écoute, le mémorial a duré sur Turning Point, c'était 9 heures. Sur Fox News, on voyait c'était 4h30. Donc, ça a été extrêmement long. On a juste pris les faits saillants de ce mémorial-là qu'on regarde à l'instant, puis on va en parler par la suite. How great thou art. This sings my soul, my Savior God to thee. You thought you could kill Charlie Kirk? You have made him immortal. You have immortalized Charlie Kirk. And now millions will carry on his legacy. The gun was pointed at him, but the bullet was aimed at all of us. He would encourage us to remember that for every hateful voice celebrating his murder, there are 1,000 people mourning it and fighting for his legacy every single day. That is a call to change our hearts from Jesus, and that is the only way forward. After Charlie's assassination, we didn't see violence. We didn't see rioting. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. Charlie's angry. Looking down, he's angry at me now. On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Charles, en tant qu'homme politique aguerri,
Que te dit le fait que dans ce mémorial, des figures politiques et médiatiques de premier plan aient parlé plus de Jésus-Christ et de la foi chrétienne que de politique traditionnelle? Ben, c'est un peu le positionnement des républicains sous Trump. Hein. Ils ont beaucoup travaillé la base républicaine chrétienne pour essayer de leur redonner le goût de s'impliquer et d'aller voter parce que c'était rendu que le wokisme avait fait un ravage. Les républicains étaient rendus pas mal de centre-gauche, là. Alors, il y a ce côté de marque de commerce-là au niveau politique, positionnement politique, qui est important pour eux, beaucoup plus qu'au Canada. Et Charlie Kirk était une figure de proue de ça. Le problème aux États-Unis, c'est que le christianisme est beaucoup lié au sionisme et le financement sioniste est omniprésent à Washington. Hein? Les sénateurs, tout ça, tout le monde est acheté par les PAC. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme si le lobby est plus fort que le gouvernement. Et autant à gauche qu'à droite, parce que les démocrates n'y échappent pas non plus. Alors, on voit qu'il y a une politique qui est en dehors de ce qu'on nous présente comme joute politique entre les rouges et les bleus. Et de toute façon, Trump a tellement mélangé les cartes. C'est Abramovich, hein, la sorcière sataniste, qui a dit « Trump, c'est un génie, c'est un magicien. Il est en train de créer tellement de confusion et faire avancer le plan mondialiste. C'est vraiment un élu de Satan. » Il y a tant qu'à dire Satan. Là. Mais on voit très bien que tout se tient dans un contexte où est-ce qu'on doit perdre la clientèle chrétienne? Non, on s'en sert. Et ça, c'est une récupération totale parce qu'il n'y a pas un tireur fou qui a tiré sur Charlie Kirk. On comprend bien que c'est minimalement organisé. On le voit de toutes parts. L'Internet nous donne accès à tout quasiment en temps réel. Il faut écouter Candace Owens pour voir comment elle décortique toutes les situations. De ce fait-là, ben, on a tué le messager qui avait tourné sa veste contre le sionisme dans les dernières semaines. C'est ça qui est arrivé. Et même sa femme, qui a été recrutée par Donald Trump avant de connaître son futur mari, qui a été travaillé à la demande de Trump à Turning Point, sous Kirk, là, devient le mari, etc. Mais tant qu'il tient le discours, qui lui a donné une fortune de 90 millions, mais quand il a refusé les 150 millions de Netanyahou pour revenir sur le discours sioniste... Ben oui, écoutez Candace Owens, elle va tout vous raconter. C'est une amie proche. C'est une amie proche. Ben, c'est pas une question de Bible, c'est une question d'actualité actuellement. Alors, tout ça fait en sorte que depuis 2 semaines, il parlait contre Israël. Il est revenu à dire que rétroactivement, le 7 octobre 2023, c'était stagé, ce que les Israéliens ont laissé faire. Donc, la tuerie, tout ça, était créé par le gouvernement même israélien. Dès qu'il a déclaré ça, ben son heure était venue. Et ayant refusé le financement, il donnait une gifle un peu à ses financiers qui, eux, ne peuvent pas tolérer qu'il continue. Mais on va garder tout ce que tu as bâti pendant 4, 5 ans, 10 ans. Parce que si tu enlèves les 2 dernières semaines, tout ça leur convient très bien. Et là, ils savaient que c'était extrêmement favorable pour eux. Alors là, ils vont tous bénéficier de ça. Et sa femme qui continue Turning Point. Et on n'est pas capable de continuer le travail que Charlie Kirk faisait. C'était unique à ce que lui faisait. C'est une encyclopédie. Il avait une capacité d'argumenter d'une façon paisible, exceptionnelle. Elle ne pourra jamais tenir 2 semaines avec ça. Donc, on voit qu'on récupère, un peu comme un film hollywoodien où on fait la version 2 et 3 et 4 jusqu'à temps que la clientèle se tanne. C'est jamais aussi bon que le premier. Non. Mais il y a un effet d'entraînement et on a vu quelque chose comme 700 000 personnes qui ont assisté à cette affaire-là. Je n'ai pas le nom exact. C'était énorme, énorme. C'est sûr que c'était énorme. Est-ce qu'on est devant une brèche où la foi, selon toi, suite à son décès, reprend sa place dans l'espace public aux États-Unis? C'est un combat spirituel. Depuis 2020, on le voit encore plus. Et ça n'y échappe pas. Mais un combat spirituel, il y a le noir et le blanc qui se confrontent. Ouais. Et dans ce cas-ci, est-ce que ce qui était bon a été récupéré par ceux qui veulent l'utiliser à mauvais escient? Il faudrait drôlement réfléchir à tout ça. Ouais. Et les faits sont assez têtus. On voit avec John F. Kennedy qui commence à avoir pas mal de compréhension que ça n'a pas de bon sens, la théorie du tueur unique qu'on a tiré à bout portant. Bon, on est un peu dans le même scénario, à un autre niveau, mais on voit que le temps s'est accéléré. C'est ce qui a pris 25 ans, 30 ans avec John F. Kennedy, a pris 25 heures avec Charlie Kirk. Donc,
il y a un effet d'entraînement. Mais définitivement, la population est beaucoup plus anxieuse. Les jeunes ne voient plus d'avenir ou à peu près à cause, depuis le COVID, que tout est difficile. Hein? S'acheter une maison, oubliez ça. Il y avait une blague récemment, un jeune couple de début de vingtaine qui faisait le tour des cabanons à jardin chez Rona, puis qui disait, bon, bien, on visite nos prochaines maisons. Voici ce qu'on peut s'offrir. Un cabanon à 2 000 à 3 000 C'est une belle satire d'une réalité. Alors, les jeunes, n'ayant plus d'espoir, commencent à se retourner vers quelque chose de solide, qui est la foi. Ouais. Et quand on fait un peu d'histoire, on comprend bien que la civilisation chrétienne, c'est ce qui a créé l'Occident. Et qu'est-ce qui détruit la civilisation chrétienne depuis 60 ans? C'est le langage anti-chrétien qu'on a monté tellement qu'on est rendu au niveau des institutions. Alors, les institutions politiques s'en servent parce qu'il y a une clientèle qui répond. Donc, il y a un ravivement de la foi, mais il y a aussi une manipulation de la part des élus par rapport à ce côté-là. Et de toute façon, au Théovox, on le voit qu'on est beaucoup plus crédible, de plus en plus crédible, je dirais, depuis quelque temps, parce qu'il y a ce côté-là où les gens se questionnent maintenant sur peut-être ça fait du sens, tout ça. Ouais. Comme je disais l'autre fois, on est les seuls à prôner un amour universel. Il n'y a pas d'équivalent. Ouais. Et quand les jeunes commencent à comprendre ça, parce qu'ils l'entendent maintenant, ils ne l'entendaient pas avant. C'était interdit de dire ça à TVA, à Radio-Canada. Mais avec l'Internet, maintenant, tout est accessible. Ouais. Et l'histoire nous est accessible. On peut entendre des discours qui nous ont été cachés pendant des décennies. Ouais. Tu as juste besoin de cliquer le nom et tu obtiens la réalité. Absolument. Richard, tu as conseillé plusieurs premiers ministres au Québec puis au Canada. Si un tel assassinat était survenu ici, crois-tu que nos leaders auraient osé parler aussi ouvertement de Jésus, de péché, de salut, de repentance devant la nation? Qu'est-ce que ce contraste-là dit sur notre culture politique? La culture américaine a toujours été plus chrétienne qu'au Canada. Pas toujours, depuis 1960 à peu près. Là. Le Canada a connu une descente aux enfers très rapide, sous l'influence européenne, naturellement. Le fait de se distinguer des Américains, qui sont un peu épais, sont chrétiens, eux autres, ils vont à l'Église, etc. Il y a toujours eu cet aspect-là. Hein? Quand on était plus jeune, on l'entendait. Là, maintenant qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand je disais en novembre l'année passée que Trump était le président de l'Amérique du Nord, bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Canada, on est l'ombre de nous-mêmes. Carney, c'est pas vraiment notre chef. Alors, on regarde plus ce que Trump fait. Là, on regarde plus ce qui est arrivé avec ce meurtre-là, qui est du gros spectacle au sens où il n'y a personne qui n'a pas été touché par cet événement-là. Et la gauche qui a essayé de se coltailler en dénigrant ce jeune homme-là brillant, qui méritait un minimum de respect, se sont fait pas mal brûler les ailes, ce qui est assez nouveau. Il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, ça aurait été le contraire. Ça aurait été bravo, enfin. Là, maintenant, ils se sont fait rabrouer. Naturellement, regarde ce qui s'est passé avec Kimmel, où on arrête son show et on le remet en place. On se sert d'un événement comme ça, comme Kimmel disait lui-même mardi, ça m'a donné une publicité monstre. Ouais. Donc, in your face. Donc, on a politisé cet événement-là. Bien, on politise la foi parce que c'est payant. Ils le voient comme un marché. Ouais. Et la politique américaine a toujours eu la section les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait avec? Les démocrates, on les contre et les républicains, on s'en sert. Hein? S'en servir, on peut être chrétien, mais il faut aller les chercher. Alors qu'au Canada, jusqu'aux conservateurs, à l'époque de Preston Manning, qui est un pasteur, la religion commençait à redevenir un élément important de la politique, parce qu'autrement, c'était exclu. Et depuis Harper, ça a été exclu à nouveau, parce que les conservateurs sont sortis de cette dimension-là. Donc, le Canada est en retard, mais ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive au Canada 10 ans plus tard minimum. Donc, c'est sûr que c'est une question de temps. La population commence déjà à être influencée par la montée du christianisme aux États-Unis. Oui. Il est clair que l'assassinat de Charlie Kirk en a réveillé beaucoup dans mon entourage, probablement dans ton entourage, puis je dirais même à travers la planète, à cette urgence de revenir à une foi chrétienne. Oui, mais en fait, c'est pas juste le revenir à la foi, c'est de se questionner. Hein? On n'a jamais été habitué à argumenter. Là, je le dis souvent. T'argumentes, puis les gens disent « je veux pas de chicane ». Puis là, t'es là, mais il n'y a pas de chicane. On commence à débattre de quelque chose. Donc, on n'a pas de cette culture-là, surtout au Québec. Mais
les jeunes qui ont écouté ou qui ont découvert, beaucoup l'ont découvert parce qu'il a été tué. C'est fascinant quand même. Ouais. Tu sais, moi, je fais des années, je l'écoute, je suis fasciné par le bonhomme, mais je ne suis pas d'accord avec toutes ses politiques. Sauf que d'écouter son argumentaire, c'est phénoménal comme une personne qui fait ça. Et il se vantait d'être jamais allé à l'université pour aller dans les universités, pour challenger les étudiants universitaires, ce qui fascinait les jeunes. Ouais. T'es un plombier, puis tu viens nous challenger, puis tu réussis à gagner. Ouais. Oui, parce que vous avez un lavage de cerveau à l'université, ce que j'ai pas eu. Et là, il leur faisait la leçon. Donc, les jeunes aujourd'hui qui écoutent les clips sans arrêt, là, j'imagine quelqu'un qui a été touché par cette mort-là et qui devient boulimique d'écouter tous les clips depuis 5 ans de Charlie Kirk. Clairement. Il va devenir un génie de l'argumentaire instantané. Ouais. Alors, ça crée un effet d'entraînement qui est assez intéressant. Et je pense qu'ils ont surfé là-dessus en fin de semaine passée. Écoute, ça fait 2 semaines de son assassinat, puis on en parle encore aujourd'hui. On parle de Trump encore tous les jours au Canada. Tu peux imaginer comment c'est omniprésent. Et c'est ça la politique spectacle, c'est qu'on réussit à occuper l'espace public. Malgré nos ennemis, hein, on est toujours dans l'espace public. Donc, tout est évalué par rapport à ça. Ouais. Alors, Carney, on ne l'évalue pas par rapport à Carney, on l'évalue par rapport à Trump. Ouais. Même le Bloc québécois s'est ajusté à Trump pour pouvoir faire ses politiques. Tu as raison, c'est rendu la référence en politique. C'est le président de l'Amérique du Nord. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous. Plaisir.